Salut à tous, c'est Sully Perfect and j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de WWE SummerSlam 2020. Donc il y a quand même pas mal de choses à dire. J'en profite aussi pour vous dire que je vais aussi parler de un petit peu des retombées d'Euro. C'est pour ça que j'aime tourner les vidéos post-pay-per-view au moins le mardi, au moins pour qu'on ait eu le temps de voir Raw et voir ce qui s'est passé. Et je vais aussi parler de Payback parce que malheureusement Payback c'est déjà dimanche et les choses vont très vite, même trop vite, et pour booker les matchs c'est compliqué. Donc je vais vous parler déjà des matchs qui ont été officialisés. Il y en a déjà 4 et je vais me projeter un petit peu sur les matchs potentiels pour SmackDown, mais je ne pense pas que je ne vous ferai pas de vidéo pronostics séparément. Je vais déjà vous parler de mes pronostics dans cette vidéo. Donc accrochez-vous bien, donc ça va faire une vidéo assez complète, mais je vais essayer de pas non plus faire une vidéo trop longue. Allez, on va passer tout de suite au kick-off, puisqu'on ne savait pas encore ce qu'il allait avoir. Ils n'ont pas ajouté de match, donc la bonne nouvelle c'est qu'au moins on n'a pas un pay-per-view chargé, un pay-per-view de 3 heures, 3h05, donc très digeste, et au contraire, non seulement on n'a pas ajouté de match, mais en plus on en a même reculé un en kick-off, donc ça fait un match en kick-off et 7 matchs sur la carte principale, et donc ce premier match, c'est finalement MVP contre Apollo Crews pour le titre des États-Unis. Match très court, 6 minutes 35 seulement. Vieux thème, le vieux thème de 2010 a été ressorti pour MVP. Je me souvenais pas de ce thème personnellement, c'est pas mal, bon pourquoi pas. Et donc il arrive avec Benjamin et Lashley qui rentrent tout de suite au vestiaire, puisque je vous le rappelle que ce match, la stipulation c'est que les deux étaient bannis du ring. Crews, ça se termine avec Crews donc qui contre le playmaker de MVP, mais qui enchaîne avec son toss powerbomb pour la victoire. Conservation logique, j'ai envie de dire, d'Apollo Crews, comme je vous l'avais pronostiqué. Le match était court, vraiment hyper banal, vraiment typique weekly. Il y a vraiment pas grand chose d'autre à dire sur ce match, il s'est pas passé énormément de choses. En ce qui concerne le heel turn d'Alexander, je vous en avais parlé, mais à partir du moment où le match est relégué en kick-off, je n'avais plus trop d'espoir de le voir lors du show. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il va pas avoir lieu, je vais vous en parler juste après. Le match, je l'ai noté de 2-1/4, donc un petit 2-25. Voilà, c'était pas foufou. Et on passe déjà à un autre adversaire, parce que MVP j'en peux plus, en tant que c'est juste un manager, donc c'est pas à lui de se mettre en valeur. Il faut mettre en valeur c'est Poulain. Donc voilà, faut qu'il arrête d'être number one contender à chaque fois. Et justement, Bobby Lashley sera le suivant, puisqu'ils l'ont annoncé pour Payback, donc MVP contre Apollo Crews contre Lashley. Qui trépigne déjà d'impatience, il a hâte d'en découdre, il avait envie de se battre hier à Raw, il est passé à Underground aussi, il a même battu Dolph Ziggler, donc il l'a fait voltiger d'ailleurs, il s'en est même pris à Ivar, bref, il est chaud. Après le match, il faut le dire, Shelton Benjamin et Bobby Lashley ont tenté d'attaquer Apollo Crews, mais qui est parvenu à s'enfuir. Donc on savait déjà que c'était pas terminé de toute façon entre le Hard Business et Apollo Crews. Et donc, ce match à Payback, là, justement, je vous parlais d'Alexander, je pense que le heel turn dont je vous parlais, déjà dans ma vidéo pronostic, je le voyais plus peut-être à Payback, effectivement, je le maintiens, je vais donner la victoire à Bobby Lashley, donc un nouveau champion, grâce à Alexander, puisque MVP a refait le forcing à Raw hier, il a retenté encore de l'embaucher, pour l'instant c'est toujours non, mais je pense que cette fois-ci, à Payback, ça va se faire. Je pense que c'est la bonne occasion, et il refait pas, on le voit pas faire le forcing à chaque semaine pour qu'il n'y ait rien au bout. À mon avis, ça va servir à quelque chose. Bon, le build-up du match, Mark Henry qui arbitre, qui officie dans un petit concours de bras de fer. Bon, segment classique dont on a l'habitude à la WWE. Victoire de Crews, qui avait donné un petit coup de pied, il avait écrasé le pied de Lashley. Bon, c'était pas foufou ce segment. Mais il fallait bien builder, parce qu'il n'avait que Raw pour le faire, que cette semaine. Donc évidemment, il n'y avait pas trop de choix. Donc victoire à mon avis de Bobby Lashley pour Payback. Allez, carte principale, et on attaque directement avec Bayley contre Asuka pour le titre féminin de SmackDown. Bon choix d'opener, vu qu'Asuka avait 2 matchs à faire. Donc je pense que c'était mieux de commencer par ce match, histoire que Asuka ait le temps de récupérer pour le deuxième match. Parce que je ne voyais pas les 2 matchs s'enchaîner de toute façon. Le match aura duré 11 minutes 36. Asuka se dégage d'un Bayley to Bayley quand même dans le match.
Bayley fait un bon travail hein, à la jambe gauche d'Asuka pendant un bon petit moment du match. Vers la fin, donc il y a Banks qui intervient plusieurs fois pour distraire Asuka. Et finalement, Asuka s'élance, elle se projette pour un hip attack, hein, donc un coup de fesse, sur Bayley qui était dans les cordes. Mais Bayley esquive, mais Banks était juste derrière, donc elle prend tout. Hein, peut-être fait exprès d'ailleurs, pour déconcentrer Asuka. C'était peut-être fait exprès, ça c'est ma petite interprétation des choses. Elle prend tout, donc Banks, elle part à l'extérieur. Et Bayley en profite derrière avec un roll-up pour la conservation du titre logique de la part de Bayley. Je suis juste étonné qu'Asuka ne prenne le pin. Je voyais plus un DQ, enfin quelque chose qui la protégeait un peu plus. Bon, il y a la distraction certes, mais je voyais quand même pas le pin. Par contre la conservation du titre par Bayley était pour moi prévisible, hein. C'était ce que je vous avais dit, il le fallait. Une fin de match en tout cas intéressante, car celle du Asuka Banks dont on parlera plus tard était à copier-coller en fait, hein, mais avec une fin différente. Donc ça on va reparler. J'ai trouvé ça très intéressant et très intelligent surtout. Banks post-match attaque Asuka hein, avec l'aide de Bayley. Elle l'écrase au sol toutes les deux. Là bon, j'aurais peut-être préféré qu'elles aggravent la blessure à la jambe d'Asuka, hein, tant qu'à faire. Ça aurait eu plus de sens. C'est un peu dommage. Banks a un match avec elle contre Asuka. Autant continuer d'appuyer sur la jambe d'Asuka qui avait déjà été un petit peu amochée par Bayley durant le match. Pourquoi ne pas le faire? On est post-match, il n'y a pas de DQ, il n'y a plus rien, hein, donc elles peuvent s'en donner à cœur joie. Là, elles l'ont juste écrasé au sol. Bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, l'amitié à ce moment-là reste de mise entre les deux copines, hein, pour le moment, avec une Sasha Banks qui a bien joué son rôle de perturbatrice, sans trop en faire non plus. Donc il n'y a pas non plus à trop rager et se dire qu'elle a gâché le match. Elle a pas gâché le match. Hein. En tout cas, c'était un bon match féminin, propre, technique, avec de jolis contres des deux côtés. Moi je l'ai bien aimé. Et pour moi le show commence bien avec ce match et je lui ai donné une note de 3 étoiles et demie. Un résultat qui d'ailleurs oriente un peu plus sur ce qui va arriver dans le match Asuka Banks. Hein. On en reparlera plus tard. Hein. En tout cas, ça officialise le fait qu'il n'y aura pas d'Asuka to Belts. Et ça, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, je ne voyais surtout pas d'Asuka to Belts. Hein. Ça me paraissait logique. Match suivant, match tag team d'Euro pour les titres, entre les Street Profits, les champions, et Andrade et Angel Garza. Kevin Owens, qui d'abord, avant le match, arrivait avec un t-shirt des Street Profits, donc aux commentaires. Bon, j'aurais préféré le voir sur le ring, hein, tant qu'à faire, hein, c'est quand même SummerSlam. Tenue vert assez pétant hein, pour les Street Profits, hein, j'ai pas trop aimé. 7 minutes 50, match très court. Domination des heels au début, hein, sur Montesford. Hot tag avec Dawkins. Puis le tournant du match avec Vega qui vient sur les prendre du ring, qui vient discuter avec l'arbitre. Garza qui porte un super kick à Montesford. Sauf que Montesford recule et il bouscule Vega qui tombe à l'extérieur. À ce moment-là, Andrade vient voir comment elle va. Garza, à un moment donné, à ce moment-là, il veut faire le tag, mais il voit qu'Andrade est occupé avec Vega, donc il peut pas faire le tag. Et Garza, du coup, se prend derrière un enchaînement classique des Street Profits, cash out de Dawkins, donc son Spinebuster, et From the Heavens de Montesford, hein, toujours aussi magnifique. Donc cet énorme frog splash avec une amplitude incroyable et un changement d'orientation en plein vol. Voilà, maintenant il le fait de plus en plus. C'est devenu sa marque de fabrique. Maintenant, il y a toujours cette petite changement d'orientation en plein vol. C'est toujours sympathique à voir. Andrade arrivera bien trop tard hein, pour tenter le save, en tout cas. Dawkins le bloquera. Surpris du résultat, hein, effectivement, c'était pas mon pronostic, car les Latinos semblaient bien monter et les Street Profits en sont à quasiment 6 mois de règne. Donc ça aurait été quand même bien de changer maintenant. Je trouve ça dommage. Et le pire, c'est que la merde revient au sein du trio latino, alors que ça semblait se calmer depuis quelques temps. Donc je trouve ça très confus comme façon de faire. Je comprends pas trop. Pour moi, c'était le moment de... Justement, l'unité était de mise depuis un certain temps. Voilà, changer les titres, quoi. C'est pas... Et puis les Street Profits, voilà, ça fait presque 6 mois de règne. Donc c'était vraiment... C'est dommage, j'aurais vraiment aimé cette petite bouffée d'air frais avec des nouveaux champions. Ça, c'est vraiment dommage. Et puis le match tournait autour de l'affaire de l'empoisonnement de Montesford. Et rien n'a été résolu. Aucune révélation, rien. Alors que, même backstage, hein, avant le match, Vega répétait en interview qu'elle était innocente. Hein.
Donc je suis déçu et frustré à ce niveau-là. Pas d'utilisation de ça. Donc c'est un peu dommage. Alors le match est correct, hein, mais il est vraiment banal, hein, un typique weekly. Rien d'autre à dire de plus. Hein. 3 étoiles. Un petit 3 étoiles. Owens en profitera d'ailleurs pour dire hein, à la fin du match que Aleister Black sera son invité dans le Kevin Owens Show à Monday Night Raw pour son grand retour. Et d'ailleurs, je peux vous le dire, il est invité effectivement avec un grand bandeau à l'œil, hein, effectivement, parce qu'il avait été blessé à l'œil sur les escaliers par Murphy. Par contre, rien hein, au niveau du bras, parce que c'est vrai que la dernière fois qu'on l'avait vu aussi, c'était fait écraser le bras, mais là ça allait. Beau costume noir, mais un gros bandeau à l'œil. Et il a turné heel sur Kevin Owens. Il a turné heel, il a fait mine d'avoir mal à l'œil, et puis finalement il lui a apporté un coup de coude et un Black Mass. Peut-être un match entre Owens et Black à Payback. Ça pourrait être une très belle affiche. Ça me donnait envie, un Black Owens. Ça peut être vraiment cool, même si, à mon avis, Owens risque de jobber pour l'occasion. Hein. C'est un peu dommage hein, à ce niveau-là. Voilà pour la parenthèse. En ce qui concerne donc justement les tag teams, Garza va être encore battu par Montez Ford Arrow à cause d'Iver qui repart avec Demi Burnett qui était encore là à ses côtés dans le coin et parce qu'il est venu avec une cuisse de dinde quoi et elle repart sous son bras sous le bras dessous. C'est un peu voilà, là on en est pour la division tag team et donc défaite de Garza. Andrade qui me semble de plus en plus effacé. Je me demande si on va pas finalement rester sur Vega Garza et que petit à petit Andrade je me demande s'il va pas un peu disparaître. Ça me fait un peu peur mais on verra bien. Mais là la division tag team c'est compliqué hein. Là ce qu'on a vu hier à Raw, oh là 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 là. En plus on a avec les Viking Raiders mais qui sont au Raw Underground. Bref là on n'en fait rien de la division tag team là. C'est vraiment regrettable. Allez, match suivant, match entre Mandy Rose et Sonya Deville, non plus dans un Hair versus Hair match, qui avait été prévu initialement. Le match, effectivement, a changé de stipulation à SmackDown. Puisque il y a quand même eu une dernière tentative de Mandy Rose, elle se dit que Sonya Deville, son ancienne amie, hein, elle pense qu'il y a encore du bon en elle, et qu'il y a encore un petit peu de la Daria, enfin de la Sonya qu'elle a connue, et finalement, elle a envie de lui parler, elle aimerait peut-être éventuellement recoller les morceaux au dernier moment. Donc voilà ce qu'elle dit. Mais Deville, elle s'en branle, elle fait une promo, et elle, en fait, elle dit carrément, franchement que choix chauve, rien à battre. C'est pas une question de cheveux. Alors moi ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un no DQ match, et The Loser leaves WWE. Là, franchement, quand j'ai vu ça en live, j'ai fait quoi? What? Là j'étais vraiment très surpris. Maintenant évidemment, on est obligé de faire le rapprochement avec ce qui est arrivé récemment à Deville, dont je n'avais pas parlé dans ma vidéo pronostic, tout simplement parce que je n'étais pas encore au courant lorsque j'ai tourné la vidéo. Et effectivement, bon, la tentative de kidnapping d'un déséquilibré hein, qui l'a stocké depuis des mois, notamment sur les réseaux sociaux, qui connaissait son adresse, qui s'est infiltré dans son jardin, qui avait une massue notamment, qui avait de quoi la ligoter, qui était armé quoi. Ça fait peur. Ça fait peur, et d'ailleurs, pour l'anecdote, il y avait même Mandy Rose qui était avec Sonya Deville à ce moment-là. Hein. On sait qu'elles sont très amies, hein, de toute façon, dans la vraie vie. Mais ça fait peur, et on peut se dire que, par rapport au pronostic, hein, on est obligé de se dire qu'à ce moment-là, Rose est 1000 fois favorite, et que on sent que Deville a fait changer cette stipulation du Hair versus Hair match qui n'avait plus vraiment d'intérêt pour ajouter cette stipule de quitter la WWE pour se concentrer sur cette affaire, prendre du temps pour elle, souffler un peu, parce que ça doit être très traumatisant ce qui lui est arrivé, c'est normal. Alors évidemment oui, pour le suspense du match, il y en a pas, hein. Il y en a pas. Maintenant, l'essentiel est ailleurs, hein, très clairement. Le match n'aura duré que 10 minutes, ça n'aura pas été très long. Bon, c'est un peu moche, mais dès le début du match, Mandy Rose essaie de sortir une table, de la placer, bon, elle galère, bon, c'est un grand moment de solitude, bon, c'est... Sur le coup c'est drôle mais bon c'est un peu difficile quand même pour elle de vivre ça. Plus tard cette table servira de support hein, pour faire glisser à 2 reprises une chaise hein, directement sur Deville. D'ailleurs Mandy Rose alors là elle s'est pas gênée hein. Elle lui a balancé les chaises à chaque fois à une grande vitesse hein, ça aurait pu être vraiment dangereux. Heureusement Deville a eu les bons réflexes pour éviter ça. La table n'aura finalement pas été détruite au passage d'ailleurs, c'est dommage. Joli mini Claymore, un mini Claymore de Deville à l'extérieur par la suite. Rose enchaîne Deville de 3 coups de genou.
suivi de son Bed of Roses, hein, son ancien finisher, où elle porte son adversaire, hein, et pour l'écraser sa tête au sol, un peu comme un fairy tale ending de Ciampa. Elle s'élance ensuite et tranquillou achève Devil d'un running knee, assez loupé d'ailleurs. Voilà, bah, victoire sans surprise de Mandy Rose dans un match vraiment pas terrible. Surtout quand t'as Mandy Rose sur le ring, hein, on sait qu'elle est très limitée. Célébration entre Otis et Rose, puisque Otis vient aussi avec sa mallette, hein. Il faut pas oublier qu'il l'a aussi. Avec un worm, enfin un verre assez dégueulasse d'ailleurs de Rose pour la route. Visiblement Mandy Rose n'est pas affectée par la fin de Sonya Deville, hein, à la VVE, alors que vendredi quand même elle semblait encore croire en une réconciliation, hein, car elle disait voilà, comme je vous disais, qu'elle croyait encore voir l'ancienne Sonya, hein, qu'elle a connue. Elle y croyait. Et c'est ça qui m'a manqué, en fait, justement. C'est cet élément d'émotion durant le match. Rose aurait pu montrer des hésitations par moment, en se disant, histoire de dire, arrêtons nous déchirer, à quoi bon? Arrêtons, déposons les armes. Voilà, j'ai pas eu ce petit élément storytelling, j'aurais bien aimé le faire, j'aurais bien aimé l'avoir. Et puis à la fin, je trouve que Rose enchaîne Devil beaucoup trop facilement. Devil est impuissante, c'est trop facile même. Elle gagne trop facilement sur la fin, elle enchaîne une Sonya inoffensive, et pour un ODQ, bah, ça aurait mérité d'être davantage respecté au niveau des armes. Je trouve que ça a été assez limité, hein, au final. Hein. Table, chaise, il n'y a pas eu grand chose en faire, pour un match no DQ, c'était très très léger. Et puis bon, bah là, les problèmes perso de Devil, on comprend que c'est compliqué, peut-être pour la construction du match, elles sont pas forcément dedans. Maintenant, pour le storytelling, oui, j'aurais peut-être aimé un peu plus cet élément d'émotion dont je vous parlais. Et voilà, elle s'absentera le temps qu'il faudra. On sait bien que c'est du kayfabe. Elle va revenir, Sonya Deville, faut pas s'en faire. Ça prendra peut-être 2 mois, 3 mois, 4 mois. On verra. Elle changera peut-être de tenue, d'attirail, de nom, parce qu'effectivement, en interview backstage, elle dit, m'appelez plus jamais comme ça, donc c'est possible qu'elle revienne sur son vrai nom, Daria Berenato, peut-être aussi. Bref, on verra bien, mais faudra attendre un petit moment, hein. Si ça se trouve, ce sera pas avant le Rumble féminin, hein. Sait-on jamais. Parce que Devil, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire, hein, puisqu'elle était vraiment très très pushée, très mise en valeur, de bonnes promos, ça commençait à prendre forme. Donc je vois pas pourquoi ce qu'elle reviendrait pas, hein. De toute façon elle est en bon terme avec les VVE, hein, c'est pas le problème, hein. On sait très bien ce qui s'est passé hors des rings, hein. Bref, on lui souhaite bon courage et on la reverra très vite. Le match 2,5 quoi, 2,5, c'était le moins bon match de la soirée, hein, mais voilà, ça me surprend pas du tout. Match suivant, Dominic Mysterio pour ses grands débuts face au Monday Night Messiah, Seth Rollins. Alors en coulisses, plutôt dans le match, hein, plutôt dans le show, Dominic a demandé à son père de se charger de Rollins tout seul, sans intervenir, car il est temps pour lui d'être un homme et de protéger sa famille. Ray, à contre-cœur, lui donne sa parole qu'il n'interviendra pas. Maintenant, on arrive sur le ring donc avec une tenue clin d'œil de Rollins à Mysterio lors de Halloween Havoc 97, un match entre Mysterio et Guerrero, un match mythique. Très belle tenue, violette avec les petits points d'interrogation noirs. Tenue sympa aussi pour Dominique, bleu, noir. Moi je l'ai trouvé sympa, mais franchement cette capuche, faut qu'il s'en débarrasse quoi. Elle est super gênante. On le voit même sur le ring à plusieurs reprises, parce que la capuche forcément, elle revient sur sa tête quoi. Donc ça la gêne, et ça le gêne. Il a obligé de l'enlever. Enfin c'est nul. Ça la capuche, faut vraiment qu'il enlève ça. Mais à mon avis, ils finiront par le faire. Hein. Voilà, et puis un manque de charisme, hein, on le sait pour Dominique, mais ça on peut pas faire grand chose par rapport à ça. 12 minutes 36, pas une durée folle, hein. Rollins qui domine logiquement en provoquant un Rey Mysterio qui techniquement hein, pourrait intervenir, hein, puisque c'est un street fight, donc il n'y a pas de DQ, mais il n'intervient pas, donc par rapport à la promesse donc qu'il avait faite à son fils, et ce qui fait que Mysterio est assez frustré. Rollins joue bien le heel, et Dominic joue bien le face en péril. Rollins prend bien son temps en matraquant Dominic hein, à coups de kendo stick qui ont été apportés par Murphy. Joli Russian leg sweep hein, de Dominic à l'aide de son kendo stick sur la table qui s'écroule. C'était bien exécuté. Un frog splash ensuite de Dominic de la 3e corde. Correct, mais qui aurait pu être mieux réalisé. Ça je pense qu'il peut encore les améliorer ces frog splash.
Gros powerbomb de Rollins qui enlève le haut de Dominic. Au moins, il n'y a plus de capuche. Et ensuite, Rollins enchaîne à nouveau avec des coups de candlestick comme à Raw. Hein. Il rematraque Dominic. Toujours en provoquant Mysterio, hein, Rey Mysterio. Et aux grandes dames de la maman de Dominic, hein, et la femme de Rey Mysterio qui était en coulisses, qu'on a vu à plusieurs reprises. Rollins tente de menotter Dominic aux cordes. À ce moment-là, la mère arrive hein, au niveau du stage. Rey vient alors la voir pour lui dire qu'il ne peut pas intervenir, il peut pas le faire, et qu'il a donné sa parole. Et même elle-même ne doit pas intervenir. Il faut laisser faire Dominic. Il veut devenir un homme, il faut le laisser faire. Murphy donne un coup de genou alors à Dominic. Il tente de lui crever un œil sur les escaliers, hein, du grand classique. Mais à ce moment-là, Rey, là, il en peut plus. Il craque et décide finalement d'intervenir. Mais Rollins et Murphy le calme Rey Mysterio à deux et le menotte aux cordes. Les deux s'apprêtent alors à porter des coups de kendo-stick à Rey Mysterio, mais ce retournement, à ce moment-là, ils se retournent vers la mer. Ils ont une autre idée du coup. Et là, Rey demande à Rollins de le frapper lui à la place, de surtout pas s'en prendre à sa femme. Mais Dominic intervient en grand héros. Il intervient à temps pour s'en prendre à Rollins et à Murphy. Ce sera son dernier sursaut, puisqu'après un 619 réussi, Dominic tente un autre frog splash de la deuxième corde, mais Rollins contre des deux genoux. Bon storytelling alors, avec un Rollins qui montre la tête inanimée de Dominic à son père, et achève Dominic d'un curb stomp, victoire de Rollins. Rey Mysterio est impuissant. J'aurais vu Dominic gagner sur intervention de Samoa Joe, hein, je vous l'avais dit. Dommage que Samoa Joe, qui était en plus aux commentaires, ne fasse toujours rien. Hein, comme s'ils avaient aussi annulé les choses. Ça n'a pas de sens, hein, puisqu'effectivement on l'avait vu intervenir, il avait même il avait officié dans la signature de contrat. Et c'est vrai que ça pouvait être un signe avant-coureur, puisque quand il s'était fait exploser par des kendo-sticks à Raw, il n'était pas intervenu non plus. J'avais trouvé ça bizarre, je vous l'avais dit. Dans ma vidéo pronostic, Samoa Joe n'était pas là non plus. Donc peut-être qu'ils l'ont abandonné dans la storyline et qu'il s'en tient à son rôle de commentateur. Pas impossible, mais en tout cas, il n'y a pas d'intervention. Un match qui était surtout tourné sur le storytelling. On m'a raconté une bonne histoire, ça c'est bien. Surtout la dramaturgie finale que j'ai bien aimé, hein, cette partie là avec Rey Mysterio impuissant, menotté. Voilà, on lui monte la tête de son fils et puis curb stomp. J'ai trouvé ça très bien. Dominic il est green, hein, c'est sûr, mais il a bien exécuté ce qu'il a vu à faire, tout en vendant bien les coups. Il a eu ces petites prises qu'on lui connaît, 619, frog splash. Il a fait des beaux arm drags, des beaux bras à la volée. Voilà, il y a un tornado DDT aussi de bonne facture, donc il a des beaux moves. Maintenant, oui, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est normal. Il débute, hein, il a que 23 ans, voilà. Pat McAfee m'a peut-être davantage convaincu, hein, si je devais me tenter une comparaison entre les deux, hein, vu que c'était un peu la même chose avec deux hommes qui débutaient face à des catcheurs établis dans un show important. Pat McAfee m'a peut-être un peu plus convaincu, parce qu'il a fait un gros travail de heel, il était déjà très à l'aise, ce qui n'était pas encore vraiment le cas de Dominic. 3 étoiles 25, ce sera la note de ce match pour moi. Pas un immense match, pas un immense match de catch, bien sûr, mais quand on me raconte une bonne histoire, ça compense largement. Rollins a dominé les débats, évidemment, mais il a bien su mettre Dominic en valeur. Et d'ailleurs, donc si on fait une petite parenthèse sur Raw, Rey Mysterio était déjà de retour pour catcher, certes avec son cache-œil, mais il était déjà de retour. Donc finalement, hein, le High versus High, hein, n'a pas eu de grandes conséquences, hein, puisqu'il est revenu au bout d'un mois sur le ring en 2 contre 2 avec son fils pour affronter Rollins et Murphy, mais il y a eu un DQ à cause de Retribution, enfin de retour, puisqu'on ne les aura pas vus à SummerSlam. 3 mecs, 3 nanas visiblement. Peut-être était-il lié à Rollins, on n'en sait rien, ça reste flou. On sait qu'ils aiment bien brouiller les pistes avec Retribution. On ne sait pas trop si ça va aller avec eux. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont terminé le Monday Night Raw. Voilà pour la mise à jour. On verra bien. Voilà, en tout cas, bon storytelling. Quelques petites longueurs, j'ai trouvé pendant le match. Ça m'a un peu sorti les matchs par le moment. Mais sinon, l'histoire était bien racontée. Match suivant, Asuka contre Sasha Banks pour le titre féminin de Raw. Le match aura duré 11 minutes 30, donc on est vraiment exactement dans les mêmes eaux que le match Asuka-Bayley. Hein. Banks qui logiquement s'attaque direct à la jambe gauche d'Asuka dès le début du match.
la jambe gauche donc endolorie hein, dans le match précédent. C'est là que je vous disais que c'était dommage justement de ne pas en avoir profité post-match après le match de Bayley. Là, elle le fait directement dans son match, mais elle aurait pu le faire avant. Bref, c'est pas grave. Asuka va se prendre un powerbomb horrible de la part de Banks à l'extérieur, qui aura vraiment bien tapé la tête et tout. Oh là là, il était bien violent ce powerbomb. Et c'était pas fini puisque Banks lui foutra aussi un grand coup de tatane dans la gueule, là, dans le coin. Elle y allait, hein, Banks. Hein. Superbe DDT d'Asuka de la deuxième corde. Hein, très beau. Un superbe codebreaker, enfin les deux genoux en avant de Banks pour contrer Asuka. C'était aussi très beau. Bayley encourage Banks à l'extérieur. Hein, elle dit quand même, voilà, c'est tu vas le faire. T'es la blueprint, t'es the standard, tu vas le faire. Elle lui dit Banks to belt, Sasha to belt. Mais Asuka lock pour surprendre Banks dans la foulée, mais qui est contré ensuite par un bank statement, qui est lui-même contré par un Asuka lock. Donc le match devient un peu fou et haletant. Et c'est là qu'on retrouve un déjà vu du finish du match Bayley-Asuka avec la même configuration finale. Bayley qui est sur l'apron du ring, derrière Banks, alors que c'était l'inverse dans l'autre match. Asuka qui s'élance à nouveau pour un hip attack, exactement la même chose. Sauf que là, Banks esquive, mais Bayley esquive aussi, contrairement à Banks, hein, qui avait encaissé ce hip attack la première fois, et qui avait permis de faire gagner Bayley derrière. Hein, qui visiblement, Bayley n'a pas le même sens du sacrifice, c'est comme ça que je l'interprète. Mais Bayley du coup se prend alors un backfist, un spinning backfist d'Asuka. Du coup Bayley part à l'extérieur. Asuka évite un back statement et le retourne en un Asuka lock. Banks, un peu voilà, impuissante, appelle Bayley au secours, on l'entend. Bayley, Bayley. Mais Bayley ne répond pas et Banks abandonne. Donc Asuka reprend le titre féminin de Raw. Je suis très heureux, c'était ce qu'il fallait faire, il le fallait absolument, je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic. C'était parfait comme ça. Il fallait que la ceinture de Raw revienne à Raw et qu'on mette encore du sel entre Bayley et Banks. Ça a été bien fait. Raw avait besoin de sa championne et il fallait que ça se termine aussi en happy end pour Asuka dans l'histoire. C'est pour ça que c'était mieux à partir du moment où ça commençait par le match de Bayley, il valait mieux qu'il y ait un peu de hit sur le match de Bayley pour que ça se termine avec une fin heureuse pour Asuka. Donc pour moi, tout s'écrivait facilement. Le match était de très très bonne facture entre ces deux bonnes lutteuses. Ça n'étonnera personne. Je lui ai mis un bon 3-3 quarts. 3-3 quarts. Et le regard de Banks envers Bayley en dit long. Hein, il fallait justement planter cette graine en attendant le split de plus en plus probable après Payback. Donc du bon storytelling. L'histoire est vraiment bien racontée. J'espère que le split va vraiment arriver en tout cas. Hein, vu comment ils ont monté les choses. J'ai vraiment aimé ce parallèle entre les deux matchs au niveau de la fin, hein, puisque Banks pour moi quand elle prend ce hip attack, elle a une certaine sens du sacrifice, elle se le prend je pense un peu à dessein pour permettre à Bayley d'en profiter derrière et de s'imposer, alors que dans l'autre sens Bayley elle esquive le hip attack, elle se le prend pas et du coup ça profite pas spécialement à Banks derrière. Ça j'ai trouvé ça très très malin. Maintenant, si on revient sur Raw d'hier, il y a eu un rematch entre Banks et Asuka dans un Lumberjack match. Je m'attendais pas à un rematch, c'est incroyable. Et finalement, le match était pas terrible. C'était clairement le moins bon match entre ces deux filles. En plus, un Lumberjack match, c'est rarement des bons matchs. Et Asuka gagne et conserve logiquement son titre. Mais encore une graine intelligente plantée entre Bayley et Banks, puisque cette fois-ci, Bayley voulait donner une chaise à Banks, mais cette chaise n'arrive pas à destination parce que juste à ce moment-là, il y a Shayna Baszler qui l'en empêche et qui retient Bayley. Donc, c'est un peu ça qu'on nous raconte à chaque fois, c'est que Bayley, elle a les intentions. Il y a toujours quand même une intention d'aider Banks, mais ça n'arrive jamais vraiment à se terminer. Ces plans n'arrivent jamais à destination. Ça n'aboutit jamais. Il y a l'intention, mais pas la finition. Je trouve ça toujours très intéressant. Alors que Banks, de son côté, elle fait les choses. Elle arrive toujours à aider Bayley au final. Et ça sert toujours à Bayley. Mais pas dans l'autre sens. Ça, c'est très intéressant. Et forcément, la hate va monter de plus en plus. Et la grosse surprise, c'est que Nia Jax et Shayna Baszler qu'on voyait en feud, et qu'on voyait se foutre sur la gueule, eh ben non. Elles vont finalement former une équipe à Payback.
elles vont affronter Bayley et Banks pour les titres. C'était vraiment improbable. Donc je m'attendais à Liv Morgan et par exemple les Ruby Riott. Eh ben non. Eh ben non. Voire à Baszler, Asuka. Je l'avais dit dans ma vidéo pronostic. Et là ils ont été très loin. Donc les deux, c'est toujours pas l'amour fou bien sûr. Baszler dit à Jax, ok, on peut faire équipe, mais après tu me laisses tranquille. Hein, tu me laisses tranquille. Jax répond derrière en disant, ok, mais sauf si tu suis mes directives, hein, si tu follow my lead, si tu suis mes directives. Voilà, il y a toujours de la tension. Baszler a même giflé Jax. Waouh. Donc et puis l'autre, Jax qui la compare à la famille Adams. L'autre a un ancien catcheur au poids assez lourd. En bref, c'est toujours un peu. Et puis en plus, Jax aussi intervient dans un match entre Baszler et Bayley. Hein, elle tire Baszler et elle provoque le DQ. Donc voilà, de la hit. Hein, donc ça va faire une espèce de The Bar, une équipe dysfonctionnelle, mais qui, alors si je vous fais mon pronostic, je pense qu'elles vont gagner. Hein. Pour moi c'est le scénario logique. Il faut que Jax et Baszler gagnent 6 titres par équipe. C'est sur le papier c'est improbable, mais effectivement vu comment l'histoire est racontée, il faut que Bayley et Banks split. Il faut que la tension monte vraiment à Payback. Peut-être pas le soir même, mais au moins ou alors plus tard le lendemain à Raw quoi. Le lendemain à Raw plus tard, il faut vraiment que ça monte et qu'on ait enfin le match pour le titre féminin de SmackDown entre Banks et Bayley. Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit et je pense qu'ils vont le faire. Et à ce moment-là, ce serait un Bayley Banks à Clash of Champions en septembre. Si c'est bien ce pay-per-view qui aura lieu, a priori, oui. Donc voilà comment je vois les choses pour l'avenir. Allez, match suivant. Drew McIntyre contre Randy Orton pour le titre de la WWE. Un match qui était très attendu, avec beaucoup d'incertitudes. On savait pas trop ce qui allait se passer. Est-ce que Retribution allait intervenir? Est-ce que Ric Flair allait faire son grand retour par surprise? Voire une autre légende? Bref, c'était très très partagé. Le match aurait été assez long, 20 minutes 36. Match très old school, très psychologique, avec deux hommes qui s'attaquent aux jambes de l'autre. Hein, avec notamment un long figure 4 leg lock de Drew McIntyre, qu'Orton, en vieux roublard, contrera en un aveuglement vicieux sur Drew, pendant qu'il distrayait l'arbitre en lui tirant le maillot. Ça c'est vraiment du vintage Orton. Drew saigne à l'œil gauche, puis Orton au front, suite à un future Shaq DDT de Drew, dont Orton se dégagera. Glasgow Kiss, puis corde à linge de Drew. Les deux hommes passent à l'extérieur. Dripping DDT d'Orton, vintage Randy Orton. Orton prépare alors un RKO, mais Drew ayant du mal à se relever, Orton change d'avis et prend son élan. Il recule pour tenter un punt kick. Drew contre alors avec un gros powerbomb. Il s'élance pour un Claymore. Esquive d'Orton. Donc Drew retombe durement sur le dos. Tentative de RKO très rapide, mais Drew surprend alors Orton avec un backslide. 1, 2, 3. Victoire! Victoire de Drew McIntyre qui conserve son titre. Et comme le dira alors à ce moment-là Tom Phillips, You never saw it coming! Et oui! Pas de RKO, pas de Claymore dans ce match. Des tentatives, mais les prises n'auront pas été complétées. C'était ça qu'il fallait aussi retenir de ce match. Vraiment, très surprenant comme finish. Finish old school. Vraiment un bon match. J'ai bien apprécié leur alchimie, leurs échanges, la psychologie, le suspense. Et un finish très étonnant. Mais c'est là qu'en live, ce qui est intéressant, c'est en live, après avoir vu le ralenti, ce que je n'avais pas vu tout de suite, c'est que il y a eu un petit sursaut des épaules d'Orton lors du backslide. Du coup, je me suis dit, ah, intéressant, c'était finalement pas un finish clean. Peut-être que du coup, le fait qu'il ait relevé les épaules très rapidement, ce sera utilisé à Raw pour justement, comme un argument pour booker un rematch à Payback. Je trouvais ça logique. On en reparlera juste après. J'ai mis 4 étoiles. J'ai mis 4 étoiles à ce match. Même si Orton perd et que mon pari est raté, j'avais donné Orton, j'avais pris mon risque. Je suis content quand même, c'était un très bon match. La feud n'est pas terminée de toute façon, ce n'est que le début. Et justement, on va parler de Raw, puisque Drew a fait une promo au début. Il s'en est un petit peu chambré aussi Orton, qui avait fait le greatest wrestling match ever. Et ben, il a battu possiblement du coup le greatest wrestler match, le greatest wrestler, celui qui a battu Edge, du coup Orton. Il l'a battu avec une vieille prise de catch, un backslide. Donc il s'en moque un peu de lui à ce niveau-là. Et il attend son prochain challenge quoi. Et voilà, il lève la ceinture et puis là attaque d'Orton dans le dos et on arrive en gorilla position.
Et il a rapporté 2 punt kicks à la suite, 2 punt kicks. Bon, pas très bien porté, on a bien vu qu'il avait tapé complètement à côté, mais bon, c'est pas grave. Ça a été un peu masqué, mais on l'a bien vu. On nous apprend plus tard dans le show qu'il y a une suspicion de fracture du crâne, hein, hémorragie cérébrale aussi de la part de Drew. Que les nouvelles sont pas terribles. On parle peut-être même d'une fin de carrière. Bon, là, c'est vraiment du kayfabe. Ben, là, il faut pas s'inquiéter à ce niveau-là. Hein. C'est juste pour le drama. Mais plus tard, étonnamment, on aura vu un Drew très fort, très fort, qui se relèvera. Hein, il se sera relevé finalement le temps de la pub. Et on le reverra en interview backstage. Et là, paf, nouvelle attaque d'Orton. Et là, un 3e punt kick. 3e punt kick. Et oui, 3e. Et donc là, et c'est le match va forcément avoir lieu entre Drew et Orton. Maintenant, on sait qu'il n'aura pas lieu à Payback. Pourquoi? Et bien justement, parce que on nous annonce, là c'est la grosse surprise, on arrive avec un clip de Keith Lee, dont on annonce les débuts à Raw. Et oui, déjà les débuts de Keith Lee à Raw. Là, waouh, j'ai popé, je suis content, même si je suis surpris. Hein, il venait de perdre son titre la veille à TakeOver 30 contre Karrion Kross. Donc son règne NXT était vraiment très court. Il est possible que la blessure de Karrion Kross ait accéléré les choses. Hein. Si Kross doit rendre son titre prochainement, sait-on jamais. Peut-être que du coup ça a accéléré les choses. Mais visiblement son call-up était de toute façon prévu depuis un petit moment. Alors en ce qui concerne le Keith Lee, il est venu carrément interrompre Randy Orton qui était en promo à Raw. Donc waouh, il s'attaque déjà du très lourd. Bon, il a gardé son intro, mais il a changé de musique, Keith Lee. Bon, j'aime pas trop. Paraît-il que ce serait des histoires de droit. Bon, à confirmer. Bon, son short est un peu large, quoi. Hein. Ça fait une espèce. On a l'impression qu'il porte presque une jupette. Ça fait très bizarre. Bon, ça c'est un peu dommage. Et il est rasé. Voilà, c'est vraiment un Keith Lee très changé, relooké, on va dire, par rapport à NXT. Mais on voit tout de suite le charisme, ses qualités en promo. On le voit, quoi. On le voit. Ça, c'est très bon. Et il propose déjà un match à Orton. Hein. Un match à Orton qui va être finalement officialisé à Payback. Et ça donne très envie. Lee Orton à Payback. Quelle montée éclair pour Keith Lee, hein, en quelques jours. Waouh! Match du pay-per-view face à Orton, qui est actuellement le top heel de la WWE, hein, faut le dire. Et on aura eu un match entre Keith Lee et justement Orton à Raw, hein, avant l'officialisation. Et évidemment, on pouvait s'en douter, Drew McIntyre interviendra sur Orton avant qu'il se fasse punk-kicker une 3e fois. Hein, je suis allé dans le désordre, mais c'est pas grave. Les débuts sont pour l'instant timides, hein, de la part de Keith Lee, mais sur le ring, mais déjà pas mal de temps laissé en promo, avec un thème, bon voilà, comme je vous disais, modifié, hein, bon ça c'est dommage. Vivement ce match entre Keith Lee et Orton à Payback, en espérant que Drew n'interviendra pas cette fois-ci, mais à mon avis, vu ce qu'ils lui ont vendu comme absence, carrière peut-être en péril, etc., je le vois mal revenir 6 jours après à Payback. Donc je pense que ça va se finir clean. Je donne la victoire à Orton, puisque c'est quand même celui qui va a priori réaffronter Drew, donc peut-être à Clash of Champions. Donc je pense qu'ils vont continuer la feud, hein, de toute façon, et c'est peut-être mieux qu'il gagne contre Keith Lee, et peut-être même qu'il tente un pun kick, enfin en tout cas qu'il amoche la meilleure amie de Drew. Enfin, le meilleur ami, en tout cas l'un des amis de Drew, puisque ça a été aussi vendu comme ça, hein, Keith Lee quand il est arrivé, il a dit que c'était un ami de Drew, donc peut-être que si Orton attaque Lee, ça va forcément donner encore plus de hits par rapport au futur match entre Drew et Orton, hein. Ça c'est pas impossible. Maintenant, il faudra peut-être un peu protéger ça, parce que Lee là il a perdu, mais bon, c'était par DQ, mais il a perdu à Raw, donc s'il perd encore à Payback, bon ça ferait beaucoup. Maintenant, dans le sens de la logique de la storyline, ça serait quand même plus logique qu'Orton gagne, sauf si ils veulent vraiment déjà énormément pusher Keith Lee, lui donner une victoire surprenante et transformer ça en triple threat match. C'est encore une possibilité. Mais maintenant, si je dois donner mon pronostic, je donne la victoire à Randy Orton. J'espère que le match sera bon et qu'on leur laissera du temps. Hein. Mais Keith Lee, j'y crois. Keith Lee, j'y crois. Faut lui laisser du temps. Et j'espère que ce match aura aussi, justement, assez de temps. Mais voilà, je le sens bien, ce match. Il y aura peut-être un peu de hit, il y aura peut-être un peu de manœuvre, de basse manœuvre de la part d'Orton. Mais on verra du grand Lee. Je le sens. Allez, on passe tout de suite au main event. Le Fiend Bray Wyatt contre Braun Strowman pour le Blue Universal Championship. 12 petites minutes dans une stipulation qui a été ajoutée la veille du pay-per-view,
puisqu'il s'agit maintenant d'un Falls Count Anywhere match. Donc à ce moment-là, on peut se dire qu'il va y avoir finalement une petite promenade backstage, hein, qu'on va un petit peu faire un peu comme à SmackDown, hein, puisqu'à SmackDown, Braun a carrément attaqué le Fiend, enfin en tout cas Wyatt, dans sa Firefly. À nouveau, il arrive à se téléporter dans la Firefly. L'endroit où on ne doit pas aller, hein, mais il a réussi à y aller, on sait pas trop comment, à part John Cena, qui est allé par la magie, par téléportation, et c'est Rollins. Bon, Strowman, je sais pas comment il a fait, hein, pour y aller. Hein. Et puis voilà, il a porté un petit choc slam, voilà, avec un petit peu sur une petite plateforme. Il est retombé en bas. Il y avait une ambulance. Il est ressorti de l'ambulance en Fiend. Voilà comment s'était terminé le SmackDown. Donc Falls Count Anywhere. Donc pour le match, le Fiend frappe Braun, hein, avec une caisse à outils avant de se faire défoncer, hein, contre la barricade par Braun. Choc slam de Braun sur la table des commentateurs qui reste intact. Hein. I am the table. Le Fiend se prend alors un coup d'escalier assez violent dans la gueule. Running Power Slam, déjà porté par Braun, mais dégagement du Fiend, qui nocelle, hein, bien sûr, la plupart du temps, comme d'habitude. On part à ce moment-là vers la rampe. Donc là, à ce moment-là, je me dis, bon, bah ça y est, on va avoir notre petite balade en coulisses comme je le pressentais. On arrive en Gorilla Position, chose qu'on ne voit pas souvent. On le reverra le lendemain, finalement, à Raw, hein, entre Orton et Drew, mais bon, ça c'est autre chose. On part donc dans la Gorilla Position. Sur ce, donc, je me dis qu'on va continuer à se balader en coulisses, hein, vu que c'est un Falls Count Anywhere. Il y a une tentative de pin de la part du Fiend, hein, après un Sister Abigail. Mais il y a quand même un dégagement de Braun. Mais non, fin de la balade, fin de la récréation. On repart sur le stage et on repart petit à petit vers le ring. Quelle frustration, hein, ça valait bien la peine d'ajouter ces stipus, hein, si c'est déjà pour revenir sur le ring. Braun repousse le Fiend après une tentative de Mandible Claw. Hein. Nouveau pin tenté à l'extérieur par Braun cette fois-ci, mais dégagement du Fiend. Second Running Power Slam de Braun, hein, sur le ring, mais dégagement du Fiend. Braun saigne alors à la tête. Il a une idée, c'est d'aller chercher un cutter dans la boîte à outils pour arracher le tapis du ring. Donc là, il a envie probablement de porter un Running Power Slam sur les planches. Il veut se la jouer façon de Ciampa Gargano, hein, comme on l'a déjà vu dans le passé. Mais il se fait contrer comme un con par un Urinagi du Fiend, suivi de 2 Sister Abigail sur les planches. 1, 2, 3, terminé! Victoire du Fiend, merci et au revoir. Le Fiend devient le 2 times Blue Universal Champion. Nul à chier. Nul à chier. Braun passe vraiment pour le dernier des abrutis. Vraiment. Il arrache tout. Et puis se fait contrer comme un con. Mais quel idiot. Quel idiot. Deuxième titre universel donc pour le Fiend. Et 2 fois dans un Falls Count Anywhere match. Hein, après le match contre Rollins à Crown Jewel 2019. Hein, décidément. Ça stipule au Fiend. Hein, le Falls Count Anywhere. Et ce qui m'énerve le plus, c'est où était Alexa Bliss. Et on dire de façon plus secondaire, où était Nikki Cross. On nous a raconté toute une histoire depuis plusieurs semaines pour n'en voir aucune des deux. Et particulièrement Alexa Bliss. C'est quoi cette merde? C'est SummerSlam, bordel. C'est là que le twist doit se passer. C'est pas en weekly. Si ça doit arriver vendredi, ça sera déjà trop tard pour moi. SummerSlam, c'est une fois par an. Les weekly, il y en a 52 par an, bordel. C'est cool que le Fiend gagne, hein. Moi, je l'avais pronostiqué. Mais quel match chiant, putain. Quel match chiant. Et seulement 2 pins à l'extérieur. Dans un Falls Count Anywhere match. Seulement 2 pins à l'extérieur. Ça n'a servi à rien, cette stipulation. Juste, ouais, je me balade en Gorilla Position, juste pour montrer que c'est un Falls Count Anywhere. Hein. Je me barre à 10 mètres plus loin, je me fais ton petit pin, et hop, on revient dans le ring, juste histoire de montrer que... Mais c'est de la merde. C'est nul. Et donc, ouais, une stipu inutile. Pourquoi pas se balader en coulisses? Le minimum syndical. Un match affreux, lent, chiant. Et voilà, enfin, j'ai pas aimé ce match. Et c'est une arnaque, quoi. Par rapport à toute la storyline, c'est une arnaque. Je comprends pas. L'absence de Alexa Bliss, et même Cross, quoi. Elle le disait en plus à SmackDown. Elle disait, je sens que quelque chose de terrible va se passer. On nous disait quelque chose. Je sais pas, un turn ou un truc. Alexa qui intervient. Il y avait forcément que ça qui devait arriver. Ou Bliss ou Cross, peu importe, mais il fallait qu'il se passe quelque chose au niveau des deux. Au moins l'une des deux filles. Que dalle! Que dalle! Le minimum syndical. Et tout ça pourquoi? Eh ben, on aura compris ensuite
que pourquoi est-ce que ce match était placé en main event? Eh ben, c'était pas pour ce match, hein. Et pourquoi ça n'a pas été Drew Orton aussi en main event? Eh ben non, hein. C'est parce que from out of nowhere, le Finn se fait spirer par Roman Reigns. Reigns is back. Reigns is back from out of nowhere, donc arrivé, hein, très protégé, un peu de gens le savaient en coulisses. Il avait vraiment il a été bien caché jusqu'au dernier moment. J'y avais songé, hein, mais sans trop y croire, hein, faut le dire. Et il ne s'attaquera pas qu'au Finn, hein, mais aussi à Braun, avec un énorme spear à l'extérieur. Reigns ensuite enchaîne Braun avec plusieurs coups de chaise. Il finira avec un dernier spear sur le Finn, qui devient vraiment la petite pute, hein, de Reigns, hein, comme Braun. C'est triste, hein, pour le Finn, hein, de voir ça. Et Reigns dira au Finn, hein, que c'est un monstre masqué qui n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Et il lève la ceinture pour finir le show, donc il monte ses ambitions, le titre universel. Voilà, un gros teasing pour un Triple Threat match à Payback pour le Blue Universal Championship, qui d'ailleurs sera officialisé à Raw, puisque on va avoir même un No Holds Barred match entre les trois. No Holds Barred match, je sais pas trop pourquoi, parce qu'à partir du moment où c'est un Triple Threat, c'est déjà un ODQ. Donc nous dire que c'est un no holds barred, bah oui, tous les coups sont permis, hein. Oui, quelqu'un peut intervenir, on peut utiliser des armes, on peut faire ce qu'on veut, mais le triple threat c'est pareil. Bon, c'est sûrement plus vendeur d'afficher un no holds barred, parce qu'on ça affiche forcément quelque chose de plus violent, ça annonce quelque chose de plus violent, certes, mais sur le principe ça ne change pas grand chose. Bref, en tout cas c'est officiel. Maintenant je pense que pour le pronostic, Braun est là pour prendre le pin. En plus il a déjà perdu. Il a perdu dimanche à SummerSlam, il a perdu. Donc il a pas de raison déjà ce match, il a même pas besoin d'avoir une nouvelle chance, hein, Braun, hein, sur le principe. Donc pour moi, il va prendre le pin, et surtout, faut surtout pas que le Finn reprenne un pin par Reigns. Là, ça m'énerverait vraiment. Il faut que ce triple threat serve pour protéger un peu au minimum. Bah désolé Braun, mais la sentence est irrévocable, ça va tomber sur toi le pin. Il le faut. Et que Reigns donc, bah, il est dit, hein, et c'est quasiment sûr que Reigns va récupérer le titre dimanche. C'est triste pour le Finn, c'est vraiment triste, mais voilà, il prendra pas le pin, c'est ce qu'il faut se dire. Voilà à quoi ça va servir, ce triple threat. Attitude très badass, en tout cas de Roman Reigns, qui forcément fait penser à un heel turn, hein. Mais attention, hein, attention, on va attendre. C'est vrai que ça fait très heel turn, très changement d'attitude, il s'attaque à tout le monde, mais attendons SmackDown pour en être sûr. On aura peut-être un peu plus d'éléments de réponse. Il y aura une signature de contrat. Ça va être drôle de voir le Finn dans une signature de contrat d'ailleurs. On a envie de voir, hein, ce match. Et c'est sûr, ça peut donner envie. Et ce heel turn, bah, il était attendu depuis beaucoup de temps. Donc ça serait cool effectivement de le voir comme ça. Mais attendons de voir. Son t-shirt aussi, hein, qui indique... bah, peut-être que quand on voit que c'est marqué Wreck everyone and leave, hein, donc tout détruire, enfin détruire tout le monde et partir, forcément ça rappelle aussi les agissements de Retribution. Ce serait ouf qu'il en soit le leader, même si j'y crois peu, mais on pourrait aussi faire le rapprochement, hein. Mais on le sait, hein, que à WrestleMania 36 il devait affronter Goldberg, mais bon voilà, il y a eu le Covid, sa femme qui a couché de 2 jumeaux, vu sa leucémie aussi, le Covid, il a pas pris de risque, il a préféré ne pas venir. Il s'est absenté pendant un petit moment, hein, donc ça faisait 5 mois. Et on sait qu'il devait battre Goldberg et prendre le titre universel. Donc ce n'est que reculer pour mieux sauter. Il va prendre le titre à Payback. Pour moi, il n'y a pas de surprise, hein. Il n'y a pas trop de surprise. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, vu qu'à mon avis, je pense que le Finn ne prendra pas le pin, on aura, je pense, un rematch entre le Finn et Roman Reigns à Clash of Champions. Je pense que ça va être comme ça. Et ça permettra un plus long build-up. Parce que là on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de builder les choses. Donc Payback c'est tout de suite là, c'est dimanche. Donc je pense qu'ils vont faire un long build-up entre le Fiend et Roman Reigns. Puisque il y a aussi un historique entre les deux hommes. Donc il y a aussi des choses à raconter. Maintenant attention à ne pas faire trop doublon avec Braun, hein, notamment. Voilà donc pour ce fan show. Et ce retour de Roman Reigns. Au final, on va faire le bilan de ce show. Un show que je considérais comme globalement correct, passable, qui se laissait regarder, plutôt correct, donc plutôt bon, avec quelques bons matchs à retenir, hein, comme Asuka Banks, Asuka Bayley, Drew Orton, et un Dominic Rollins qui
sans être un excellent match de catch, compense avec un solide storytelling. Ça, c'était plutôt pas mal. Le reste est en dessous. Niveau weekly, niveau OSEF, ou bien je suis à mourir, hein, à l'image de ce main event. You never see it coming! Alors, je m'attendais à bien plus de surprises que ça. Au final, je sens que c'est quand même un peu l'arnaque de promouvoir le show là-dessus. Au final, ça aura juste servi à quoi? Au retour de Roman Reigns, au fait de ne pas avoir vu de RKO ou de Claymore entre Drew et Orton. Voilà, à nous faire une annonce de Keith Lee, éventuellement. C'est quand même bien light. Hein. C'est très très light. Et c'est bien ça qui m'a déçu, voire frustré à l'issue de ce pay-per-view. Je lui donne quand même une note très correcte, hein, de 3 étoiles 25 à ce show. 3 étoiles 25. Un show qui sera loin d'être dans les pires de l'année, mais qui ne sera, à mon avis, pas non plus parmi les meilleurs. Ça va être un peu dans le ventre mou. Pas de Retribution. Là aussi, c'est la surprise, la déception, même si on les reverra pour clôturer Raw le lendemain. Mais on ne sait pas vraiment s'ils savent quoi faire déjà de cette faction, s'ils savent déjà qui ils vont mettre dedans, qui en sera le leader. Bref, ça reste très mystérieux cette histoire. Et à l'image de l'absence d'Alexa Bliss, à quoi ça sert de nous montrer ou de nous teaser des choses si c'est pour ne pas les utiliser dans ton deuxième pay-per-view de l'année? C'est hyper frustrant. C'est là que les choses doivent se passer. Mais il y a rien. Il y a rien. Même le cash-in, j'y ai pensé aussi. Pourquoi est-ce que... Alors, je parle de kayfabe, hein, attention, hein, je parle de kayfabe. Mais quand t'as Reigns qui attaque Braun, qui le tue, il porte un spear aussi au Fiend qui a écroulé. Sur le principe, pourquoi est-ce que Otis ne vient pas cacher sur le Fiend? Parce qu'il a peur? Parce qu'il y a trop de monde autour? Parce qu'il y a Reigns? On peut le dire comme ça, mais sur le principe, Otis pouvait tout à fait cacher. Là aussi, là on aurait eu quelque chose. Alors évidemment, j'aurais gueulé, hein, j'aurais été dégoûté qu'il le fasse. J'aurais vomi. Mais si je parle juste sur le principe, s'ils veulent vraiment faire un Universal Coming, ils pouvaient faire ça aussi pour finir le show. J'aurais détesté, mais dans l'idée, s'ils veulent vraiment aller à fond dans l'annonce, dans la tagline du Universal Coming, autant y aller jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? Autant y aller à fond dans l'audace. Bref, va falloir attendre Payback maintenant pour voir la suite des opérations, en espérant que cette fois-ci les choses bougent réellement et qu'on ait de la trahison, du twist, parce que c'est ça. Là, il m'a manqué de la trahison, il m'a manqué du twist. Là, je veux que ça bouge là. Je veux que ça bouge, parce que bon, là, oui, Aleister Black a tourné sur Owens, mais malheureusement, il reste secondaire Black pour l'instant. Donc, je veux des choses un peu plus importantes, notamment entre Bayley et Banks. Voilà, sur ce qu'ils ont fait autour de Bliss et du film, bah là malheureusement on verra SmackDown, mais là je crois que malheureusement j'ai bien peur que ça soit déjà un peu aux oubliettes. À voir. Mais ça manquait un peu d'audace, je trouve, par rapport à la tagline du show. Voilà. Bah voilà, tout ce qu'on pouvait dire sur ce show. Hein, j'ai fait moins d'1 heure, c'est déjà pas mal. Donc j'ai parlé de Payback, j'ai fait mes petits pronostics. Je pourrais en ajouter d'autres. Jeff Hardy a récupéré par surprise le titre à AJ Styles vendredi dernier. J'ai pas trop aimé, en plus il était sur une jambe. Donc peut-être un rematch entre Styles et Jeff Hardy à Payback. Bah là-dessus, je donnerais Jeff Hardy, puisque Jeff Hardy vient de prendre le titre. Voilà, s'ils veulent lui donner un dernier run, bah qu'il continue là-dessus. Même si je suis triste pour AJ. Voilà, donc je vais donner la victoire à Jeff Hardy si le rematch a lieu. Lucha House Party, non, là ils ont perdu Clean déjà, donc non, Cesaro Nakamura je les vois pas. John Morrison et le Miz contre Heavy Machinery, peut-être que ça peut se faire. Corbin contre Riddle à nouveau. Bon, victoire de Riddle, voilà. John Morrison, le Miz contre Heavy Machinery, je donne Heavy Machinery, mais là, ouais, je donne Heavy Machinery peut-être pour les conduire au titre par équipe, puisque Cesaro et Nakamura n'ont pas de challenger à l'heure actuelle, hein, puisque Lucha House Party, là, je pense que c'est terminé à ce niveau-là. Voilà, bon, Natalia contre Mickie James, ils ont commencé à construire quelque chose. Ça peut faire un petit match de weekly, un petit match de kick-off, pour Payback. Voilà. Voilà en gros les matchs possibles. La carte sera pas trop épaisse, je pense. Hein. Ce sera un petit show de transition de 2h30, je pense. Hein, quelque chose comme ça. On fera la review la semaine prochaine. Promis. Mardi, à nouveau. On attendra que Raw ait lieu. Et on parlera donc de Payback, de la review, de tout
de tout cela, hein, et on pourra un peu plus développer les matchs, hein, pas trop s'apesantir cette fois-ci sur l'avenir, et parler beaucoup plus de payback et des retombées d'euros. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je fais mes salutations à Papy Catch, à J. Mark Sens, à Enzo et Cody des Rebuts. Pas impossible que vous m'entendiez d'ailleurs sur les ondes des Rebuts dans les jours à venir. Ça, il va falloir suivre ça de très près. Hein. Je vous laisse suivre les Rebuts sur YouTube. N'oubliez surtout pas de liker ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne, c'est très important. Je suis content, je vous remercie pour les vues qu'ont fait ma vidéo pronostic de SummerSlam. 80, on est autour des 80 vues, donc à mon niveau, c'est très bien. Je vous en remercie, et je pense que ça va continuer à monter un petit peu encore. Donc, très très bonne semaine à vous. Portez-vous bien, et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch, et zéro miedo! Ciao à tous.